Le relevé de carte de crédit était ouvert sur ma table de cuisine. Une trahison silencieuse, inscrite en chiffres. 17 000 $. Je m'appelle Martha Langston. J'ai 62 ans, je suis une ancienne institutrice à la retraite et une veuve. Mon mari, Gérald, est décédé il y a 4 ans d'un cancer du pancréas. Depuis, je vis seule dans la maison que nous avions achetée ensemble dans la trentaine, essayant de préserver une impression de normalité dans un monde qui ne me semblait plus familier. 3 ans auparavant, j'avais ajouté ma fille Alais à ma carte de crédit, seulement pour les urgences, avais-je dit, voulant qu'elle se sente en sécurité en construisant sa vie. Elle avait toujours été la théâtrale, toujours un peu en retard, toujours en train de transformer de petites crises en urgences nationales. Je croyais aider. Je croyais être une bonne mère. À présent, le relevé était devant moi, page après page de dépenses liées à un mariage, fleuriste, dépôt pour traiteur, une salle de luxe dont je n'avais jamais entendu parler. Enchanted Valley Florel, 3200 $. Silver Crest Banquet Hall, 8500 $. Maison Rouge Catering, 4800 $. On ne m'avait pas demandé. On ne m'avait même pas informé. On m'avait simplement facturé. Alais se mariait dans 6 semaines, et apparemment, j'étais en train de payer pour cela. Je passais mes doigts sur les chiffres, chacun me piquant comme une coupure de papier. Je n'étais pas d'abord en colère, seulement stupéfaite. Comme lorsqu'on réalise que l'appel provenait de l'intérieur de la maison. Ce n'était pas un vol d'identité. C'était pire. C'était de l'égoïsme enveloppé dans de l'amour. Et, alors que je restais assise là, le soleil du matin inclinant ses rayons à travers les stores, réchauffant le bois de l'îlot de cuisine que Gérald avait installé pour notre 20e anniversaire, je compris une vérité profondément douloureuse. Dans ma famille, l'amour avait un prix. Et je réglais l'addition depuis bien trop longtemps. Je n'eus pas beaucoup de temps pour digérer le choc avant d'entendre la porte d'entrée claquer. Man, j'ai besoin d'emprunter ta voiture ce soir. Lança la voix de Travis depuis le couloir. Mon fils, 34 ans, récemment divorcé, avait emménagé chez moi il y a 6 mois. Juste pour un petit moment, avait-il dit. J'aurais dû le savoir. Travis avait une façon de transformer les situations temporaires en arrangements permanents. Depuis qu'il s'était installé, il n'avait pas contribué d'un centime aux factures, encore moins levé le petit doigt dans la maison. Il ne mit même pas les pieds dans la cuisine. Il criait simplement ses besoins, comme un colocataire persuadé que j'étais la gérante de l'immeuble. On va voir cet appart à Oak Ridge, ajouta-t-il. Tash m'y retrouve. Tash, la petite amie prof de yoga, qui passait plus de temps dans mon salon que moi. Elle méditait le matin, laissant encens et cristaux traîner partout. Un jour, j'avais mentionné que la fumée me donnait des migraines. Travis avait dit que j'étais négative. Inhospitalière. Tu dois t'ouvrir, man. Comme si j'étais le problème dans ma propre maison. Travis, dis-je d'une voix calme. Viens ici, s'il te plaît. Il traîna des pieds jusqu'à la cuisine, déjà contrarié, son téléphone à la main, vêtu du genre que je lui avais offert à Noël dernier. Quoi? Je suis pressé. Je fis glisser le relevé de carte vers lui. Tu savais pour ça. Il y jeta à peine un regard, puis haussa les épaules. Ouais, Alais en a parlé. Écoute, man, c'est juste de l'argent. T'as une maison, une pension. T'es bien.
Ce fut l'instant exact, la seconde précise, où je compris que mes enfants ne me voyaient plus comme une personne. Pour eux, je n'étais plus qu'un filet de sécurité avec une limite de crédit. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je revoyais sans cesse ces chiffres. 3 000 pour des fleurs. 8 000 pour une salle. Presque 5 000 pour la nourriture. Je pensais à Gérald. Il aurait été furieux, non seulement face à ces dépenses, mais face à une telle audace. Le texto de Haley arriva peu avant minuit. Hey, Mom. Tu peux gérer le dernier dépôt du traiteur pour le mois prochain. C'est seulement $2 000. L'assurance vie de dette devrait couvrir ça, non? T'es la meilleure. Je fixai le message longtemps. Puis je fis quelque chose que je n'avais jamais fait en 34 ans de maternité. Je l'effaçai. Non par dépit, mais par clarté. Et je compris enfin que le silence n'était pas de la gentillesse. Le silence était une permission. Assise dans le vieux fauteuil de Gérald, celui où il faisait ses siestes avec un livre posé sur la poitrine, j'écoutais les craquements familiers de la maison. Je pensais à tous nos efforts pour bâtir une vie stable, une vie censée me porter en sécurité jusque dans la vieillesse. Au lieu de cela, j'étais en train de loser jusqu'à la corde, une requête ingrate après l'autre. Ça suffisait. Au matin, j'avais une liste. Une vraie liste. Premièrement, appeler la société de carte de crédit. Signaler les dépenses non autorisées. Geler le compte. Entamer le processus de contestation. Deuxièmement, appeler la banque. Révoquer l'accès de Travis à mes comptes courants et d'épargne. Annuler la carte de débit qu'il utilisait comme une pension de poche. Troisièmement, appeler mon avocate, Janet Morrison, la même femme qui m'avait aidé à régler les affaires de Gérald. Je devais réviser mon testament. Ce n'était pas de la vengeance que je cherchais. C'était de la protection. Parce que si mes enfants ne me voyaient utile que lorsque je donnais, alors il était temps qu'ils découvrent ce qui se passait lorsque je cessais enfin. L'amour que j'avais offert gratuitement pendant des décennies avait été pris pour une obligation. Ce malentendu prenait fin aujourd'hui. À 9 heures, j'avais passé tous mes appels. La carte de crédit était gelée. La banque avait confirmé que la carte de débit de Travis cesserait de fonctionner avant midi. Janet m'avait donné rendez-vous à 16 heures pour entamer la révision du testament. Et moi, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Cette paix dura jusqu'à 10h37, lorsque mon téléphone sonna. Allez. Je laissai aller sur la messagerie. Puis encore. Et encore. À la 4e sonnerie, je décrochai. Mom, Dieu merci. Il y a un problème avec ta carte. Le fleuriste a dit que le paiement n'était pas passé. Je sais, répondis-je calmement. La carte a été gelée. Un silence. Quoi? Pourquoi? Parce que je n'ai pas autorisé $17 000 de dépenses liées à un mariage. Un nouveau silence. Puis vint cette voix que je connaissais trop bien, le ton sucré qu'elle utilisait adolescente, quand elle avait abîmé la voiture ou raté un examen. Mom, allez. On peut arranger ça. Appelle-les et explique. C'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, allez. Tu as utilisé ma carte sans permission. Tu avais dit que je pouvais l'utiliser pour les urgences. Un mariage n'est pas une urgence. Mais les prestataires. Si on ne paie pas, ils vont tout perdre. Tu vas vraiment ruiner le mariage de ta seule fille. Cette phrase. Cette supplique saturée de culpabilité.
Tu ne m'aimes pas assez pour arranger ça. Je veux que tu aies un beau mariage, allez, dis-je. Mais je veux aussi que tu le paies toi-même. Comme les adultes le font. Elle se tut. Je pouvais entendre son souffle, chargé de colère, tentant de trouver une façon de retourner la situation à son avantage. Tu es déraisonnable. Peut-être, répondis-je. Mais je suis claire. Je raccrochai. Quand je rentrai du magasin de bricolage avec de nouvelles serrures, la voiture de Travis était déjà dans l'allée. J'entrai et trouvai Tash en train de mixer un smoothie avec les fruits de mon réfrigérateur, ses cristaux étalés sur ma table de salle à manger. Travis leva les yeux de son téléphone. Hey, y a un problème avec ma carte de débit. Je posai mon sac sur le comptoir. Non, Travis. Elle fonctionne exactement comme elle doit fonctionner. Il cligna des yeux. Qu'est-ce qui se passe? Et allait panique. J'ai fermé ton accès à mes comptes bancaires, dis-je d'un ton égal. Et je suis au courant pour t'assurer. Tash eut un petit rire nerveux. Martha, vous nous avez fait peur. On a cru que vous aviez eu une attaque ou quelque chose? Non, répondis-je en me dirigeant vers la porte, serrure neuve en main. Je suis juste en train de me réveiller, voilà tout. J'avais installé les nouvelles serrures en milieu d'après-midi. Les vieilles clés tombèrent dans un bocal en verre que je rangeais au fond d'un tiroir de cuisine. C'était symbolique. Comme si j'enfermais une ancienne version de moi-même. À 16 heures, je m'assis dans le bureau au parfum de cuir de Janet Morrison, exposant chaque détail avec une précision calme. Les dépenses non autorisées. Les années de dépendance financière. L'effacement émotionnel. Janet écouta sans juger, se contentant de prendre quelques notes. Cela pourrait constituer un abus financier envers une personne âgée, dit-elle posément. Je ne veux pas porter plainte, répondis-je. Je veux seulement qu'ils comprennent que les règles ont changé. Alors, nous l'inscrirons clairement dans votre testament, répliqua T.L. À l'heure du dîner, la maison était silencieuse. Mais ce n'était pas le silence creux, rempli de deuil, que j'avais connu depuis la mort de Gérald. C'était un silence différent. Intentionnel. Pur. Alors que j'ouvrais une bouteille de vin et réchauffais un reste de soupe, on frappa à la porte arrière. C'était la femme 2 maisons plus bas, celle au jardin de roses impeccable. Elle tenait un plat de gratin et m'offrit un sourire hésitant. Je suis Karen Delaney. J'habite la maison blanche avec les volets rouges. J'espère ne pas vous déranger, mais j'ai entendu des cris plus tôt. Puis une voiture est partie en trombe. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. Un instant, je pensais répondre par un mensonge poli. Mais je me surpris moi-même. En réalité, je ne vais pas bien, mais j'y travaille. Karen souleva le plat. J'ai fait trop de lasagne, et manger seul devient lassant. Je me surpris à sourire. Entrez. Je viens d'ouvrir une bouteille. Nous avons mangé ensemble à la table de cuisine, la table de Gérald, parlant de recettes de Rose et d'enfants adultes qui oublient que les mères sont des personnes aussi. Je lui racontai tout, et elle écouta comme une véritable amie sans conseil, seulement avec présence. En partant, elle me serra la main et dit: La prochaine fois, c'est vous qui viendrez sur mon porche. Pour la première fois depuis des années, je crus qu'il y aurait peut-être prochaine fois, qui valait la peine d'être attendu. Le siège reprit le lendemain matin. J'ouvris les volets et vis la voiture de Haley dans mon allée. Elle était assise sur les marches du porche, maquillage coulé, cheveux défaits, serrant un gobelet de café froid.
Je pris mon temps pour m'habiller, fis griller du pain, laisser la bouilloire siffler. Enfin, à 8h30, j'ouvris la porte. Mom, dit-elle d'une voix rauque. Je suis là depuis 5 heures. Tu as l'air épuisé, dis-je en sortant sur le porche. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé. Le mariage est fichu et je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. Je ne te fais rien, répondis-je doucement. J'ai juste arrêté de faire les choses pour toi. Elle cligna des yeux. La salle a annulé hier quand le paiement n'est pas passé. Je ne dis rien. Alice s'assit à côté de moi sur le banc que Gérald avait construit. Elle était toujours ma fille. Je l'aimais encore. Mais quelque chose avait changé. Elle ne ressemblait plus à une enfant. Elle ressemblait à une femme face aux conséquences de ses propres choix. Je sais que j'ai mal agi, murmura T.L. Je n'aurais pas dû utiliser ta carte. J'étais juste dépassée. Dépassée, répétai-je. À ce point que tu as oublié de m'inviter à ton dîner de fiançailles. Ce n'était pas moi, dit-elle vite. C'était la famille de David. C'était petit. Seulement la famille proche. Je suis ta mère, allez. Ta famille proche. Elle détourna le regard. Quand suis-je devenue la personne qu'il était acceptable d'écarter, demandai-je. Quand as-tu décidé que je ne servais qu'à payer, pas à être présente? Des larmes emplirent ses yeux. Je ne voulais pas te blesser. Je pensais juste que tu ne voudrais pas venir. Ce n'est pas la vérité. C'est ce que tu te racontes pour ne pas te sentir coupable. Elle cacha son visage dans ses mains. D'accord. J'ai mal agi. J'ai été égoïste. Je t'ai utilisé. Mais je suis là maintenant. Je m'excuse. Ça ne veut rien dire pour toi. Ça dépend, répondis-je. Es-tu désolé de ce que tu as fait, ou juste désolé que ça n'ait pas marché? Elle baissa ses mains, la bouche entr'ouverte, mais aucun mot ne vint. Je t'aime, continuai-je. Mais aimer ne veut pas dire ne jamais poser de limites. Et pardonner ne veut pas dire faire semblant que rien ne s'est passé. Alors quoi? Tu me coupes. Tu vas me laisser m'écraser? Non, répondis-je doucement. Je vais te laisser apprendre à te relever. Un long silence s'installa. Et si je n'y arrive pas, demanda T.L. d'une voix tremblante. Alors tu te relèveras, comme je l'ai fait. Comme chaque femme doit le faire tôt ou tard. Elle se leva, vacillante, incertaine. Je ne sais pas si je peux te pardonner pour ça. C'est d'accord, dis-je. Je ne l'ai pas fait pour ton pardon. Je l'ai fait pour le mien. Elle descendit les marches sans dire au revoir. Et je la laissai partir. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Travis fit ses valises après que sa carte cessa de fonctionner. Il claqua les portes, lança des reproches sur mon manque de soutien, puis s'en alla avec tâche. La maison retrouva son silence. Je pensais que ce silence me pèserait, mais non. Il m'éleva. Une semaine plus tard, Janet m'appela pour confirmer que les papiers étaient prêts. Le testament révisé. Les comptes protégés. Les volontés légales mises à jour. Je me rendis à son bureau, signai chaque page avec une main ferme. En reposant le stylo, je sentis un poids s'évaporer de mes épaules. Ce n'était pas seulement une affaire de finances. C'était une reprise de dignité. Alain ne me contacta pas pendant 10 jours. Puis une lettre arriva, manuscrite, son écriture nerveuse remplissant 2 pages entières. Elle n'y suppliait pas. Elle n'accusait pas.
Elle racontait. Elle expliquait comment elle s'était sentie dépassée, comment elle avait eu peur de commencer sa vie conjugale sans un grand mariage, comme si l'apparence de la perfection pouvait garantir la solidité de l'amour. Et, pour la première fois, elle reconnut que j'avais toujours été son filet de sécurité et que c'était injuste. Elle termina par: Je ne te demande pas d'argent. Je veux juste que tu sois là. Si tu veux venir au mariage, même si ce n'est qu'un dîner dans le jardin, ça comptera pour moi. Je relus ces mots encore et encore. Le jour du mariage arriva sans banquet somptueux ni fleurs hors de prix. Ce fut une petite cérémonie, dans le jardin des parents de David. Des guirlandes lumineuses pendaient aux arbres, et le parfum des roses flottait dans l'air. Quand Haley entra, vêtue d'une robe simple mais élégante, ses yeux croisèrent les miens. Et pour la première fois depuis longtemps, je la vis vraiment. Non pas comme une enfant exigeante, mais comme une femme qui avait trébuché, qui avait appris. Après l'échange des vux, elle vint vers moi et me prit la main. Merci d'être venue, dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. Merci de m'avoir invité, répondis-je. Ce n'était pas une réconciliation parfaite. Mais c'était un commencement. Ce soir-là, en rentrant dans ma maison vide, je me servis un verre de vin et ouvris les volets. La lune éclairait doucement le jardin que Gérald et moi avions planté autrefois. Et je compris quelque chose d'essentiel. Je n'étais pas seulement une mère, une veuve, une source d'argent. J'étais Martha Langston. Une femme entière. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à nouveau chez moi, en moi-même.